Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà commencé à aborder dans les vidéos précédentes en parlant de la scénarisation. J'ai dans les vidéos précédentes parlé de la scénarisation générale d'une formation dans sa totalité, en vous expliquant la méthode que j'utilisais pour m'assurer que pédagogiquement, cette formation, en quelque sorte, tienne la route. Et puis, j'en suis arrivé, dans la dernière vidéo que j'ai pu poster, à la réalisation d'un synopsis. Alors, ce que moi, j'appelle un synopsis, qui est finalement le déroulé pédagogique d'un module auto-formatif. Donc, après, la phase suivante, on pourrait s'imaginer que, après avoir écrit le scénario pédagogique d'un module auto-formatif, ce soit finalement la prochaine étape, ça soit la scénarisation. Eh bien non. La prochaine étape, après la scénarisation d'un module auto-formatif, eh bien, c'est presque, encore une fois, je dirais, sa scénarisation, mais la scénarisation du point de vue graphique. C'est-à-dire qu'on, dans le scénario pédagogique, il y a des choses qu'on n'a pas encore mises, comme par exemple l'écriture des voix off, qu'on n'a pas encore déterminé, parce qu'on n'a pas encore déterminé quels mots-clés on va mettre à l'écran, comment on va répartir les mots-clés à l'écran, comment on va finalement appuyer ce qu'on a envie de dire, comment on va faire passer le message autant visuellement que sur le plan auditif. Donc, ça demande une nouvelle réflexion et puis surtout, ça demande une nouvelle phase de préparation pour la personne qui va produire ce module auto-formatif qui, par défaut, est souvent un graphiste. Souvent, les graphistes se sont un peu spécialisés dans ce domaine. Ils sont aussi des experts dans l'utilisation de multiples outils et notamment des outils de production. Et donc, c'est plutôt vers eux qu'on se dirige pour produire. Mais les graphistes ne sont pas des pédagogues, ça n'est pas ce qu'on leur demande, leur expertise n'est pas là. Et ils doivent pour autant comprendre ce qu'on attend au travers du module. Donc, ça veut dire que on va réaliser un storyboard un petit peu comme on le ferait au cinéma. Au cinéma, on fait un scénario, on fait ensuite un storyboard, c'est-à-dire que le réalisateur a besoin, lui, pour comprendre comment il va filmer ses scènes, d'avoir une image, un visuel de chacun des écrans du point de vue de la perception du scénariste. Et donc, de la même façon, et pour aussi pouvoir communiquer avec le commanditaire la manière dont le module va se dérouler avant d'engager la production et donc de dépenser de l'argent, parce qu'on engage naturellement de l'argent à ce moment-là. Avant d'engager de l'argent, on risque de revenir en arrière ensuite. Eh bien, ce storyboard, il a une valeur extrêmement importante et il doit être réalisé avec beaucoup de rigueur. Alors, comment réaliser ça ? Eh bien, je vous montre ça dans la partie suivante. Alors, je suis Éric Pereira, je suis ingénieur pédagogique en formation multimodale, alors ce qu'on appelle aussi de manière un peu plus courante ingénieur pédagogique multimédia. Néanmoins, je ne suis pas véritablement adepte de ce terme puisque je suis avant tout un pédagogue et le multimédia est au service de la pédagogie et pas l'inverse, bien entendu. Je me plais à le rappeler si c'était nécessaire. Donc, je travaille dans le domaine de la formation digitale depuis de nombreuses années, dans la formation depuis presque 30 ans. Et j'en suis arrivé, comme tous mes collègues ingénieurs pédagogiques ou concepteurs de formation, à produire des synopsis, des scénarios de formation digitale, mais aussi des scénarios de modules auto-formatifs, donc de ressources auto-formatives, et donc, inévitablement, bien sûr, de storyboard. Et qu'est-ce qu'un storyboard ? Eh bien, un storyboard, en fait, c'est ceci. Voilà, c'est un document comme ceci, qui va nous permettre de décrire au producteur, écran par écran, ce qu'il va y avoir à l'écran, c'est-à-dire ce que lui va devoir produire dans chacun des écrans. Et puis également, il va y découvrir finalement un petit peu, vous voyez, toutes les apparitions, images qui vont apparaître à un moment donné, toutes les polices de texte, parce que ça aussi, on va lui indiquer en en-tête les polices de texte, etc. On va lui expliquer s'il y a un jingle, comme ici sur la première diapositive, qui va s'afficher. Où est-ce qu'il va le trouver ? Parce qu'il va devoir l'incorporer dans le module pendant la phase de réalisation. Est-ce que l'utilisateur doit cliquer sur le bouton suivant ou est-ce que ça passe automatiquement à l'écran suivant, etc. Toutes ces choses-là. Et si je prends l'écran central, par exemple, eh bien, est-ce qu'il y a de la voix off ?
quelle est la référence de cette voix off, quel est le numéro de voix off qu'il doit intégrer dans l'écran choisi. Que va dire cette voix off, que va faire cette voix off, comment elle va être synchronisée. Est-ce que la voix off se synchronise avec l'apparition d'éléments à l'écran? Alors ici, on est sur un écran très simple, mais bien sûr, ça peut être un peu plus complexe que ça. Et puis donc, on va expliquer aussi ce qui va se passer du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire en termes d'interaction. Par exemple, ici, eh bien, on voit qu'en bas, l'utilisateur, s'il clique sur le bouton suivant, eh bien, il rentre dans le module en passant par la diapositive suivante, mais il peut aussi très bien, puisque là on explique dans l'interaction en bas, que l'utilisateur clique sur un chapitre de son choix et est dirigé vers ce chapitre. Donc ça veut dire que le producteur devra tenir compte de toutes ces informations, de tous ces éléments pour produire le contenu de votre module. Et là, ça peut représenter des pages et des pages. Alors ici, par exemple, je n'ai que 6 écrans que j'ai réalisés avant de faire cette vidéo-là pour la démo. Néanmoins, on voit bien qu'il ne s'agit pas pour autant d'apporter tous les éléments graphiques à destination du producteur, puisque ça reviendra, c'est un choix qui lui reviendra. C'est à lui de choisir, c'est son expertise, de choisir les bonnes couleurs, les bonnes teintes, les bonnes, je vais dire les bons mariages entre les différentes couleurs, etc. Il ne faut pas s'aviser de le faire quand on est concepteur, ça n'est pas de notre rôle, sauf si on a été formé à ce domaine. Et puis ça veut dire aussi qu'on va devoir, bien entendu, déterminer, par exemple, quand il y a des questions, comme c'est le cas sur la diapositive centrale qui est ici, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qu'il va se dire en termes de feedback. Est-ce qu'on apporte un feedback? Est-ce que le feedback est à l'oral? Est-ce qu'il est à l'écrit? Est-ce que le feedback est le même quand on a une bonne réponse ou une mauvaise réponse? Alors généralement, je pense qu'on doit pouvoir dire que non, bien entendu, mais le réalisateur ne doit pas l'inventer, tout ça. Ça veut dire que tout ça doit lui être produit, doit lui être mis à disposition, et puis le commanditaire, quand il va avoir ce document aussi à la lecture, doit pouvoir comprendre que ça va bien dans le sens du synopsis qu'on a préparé en amont et de la production qu'on s'apprête à faire réaliser. Alors comment on réalise ce document? Eh bien de manière assez simple finalement, puisque pour réaliser ce document, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un PowerPoint. Alors je vais me rendre sur mon document PowerPoint, alors je vais choisir le bon, puisque là je n'ai pas le bon PowerPoint, voilà, celui-ci. Alors, ça n'est toujours pas le bon, pardon. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Voilà. Donc, j'ai mon document pour PowerPoint, mon logiciel PowerPoint. Je vais juste peut-être le zoomer un petit peu dessus, voilà, pour l'avoir en pleine page. Et comment je fonctionne? Alors, on a vu que précédemment, moi, j'avais exporté ça au format PDF avec 3 diapositives sur chaque écran et puis les textes en dessous. Ce qui est assez compliqué à sortir avec un PDF, avec un PowerPoint, pardon. Même si on va dans l'onglet notes, etc., et dans la partie affichage, c'est assez difficile de sortir quelque chose de cohérent. Et en tout cas, ça n'est pas possible initialement avec PowerPoint de sortir sur une même page à l'export 3 écrans, 3 diapos différents, 3 slides différents. Eh bien, pour réaliser ça, je vais vous montrer et vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Je pense qu'il suffisait d'y penser. Alors, je ne sais plus d'ailleurs comment j'ai découvert ceci. Par contre, la manière d'écrire mon storyboard et de le présenter ainsi, ça, je ne l'ai pas inventé puisque je l'ai découvert avec un apprenant que j'avais dans une de mes formations qui s'appelle Bertrand pour ne citer que son prénom et que je remercie d'ailleurs pour cet apport et qui était graphiste et qui lui m'a montré finalement la bonne méthode en termes de présentation graphique pour le producteur, mais aussi finalement pour le commanditaire, parce que d'avoir 3 écrans, ça te permet de comprendre la succession, le déroulement du module, et c'est beaucoup plus impactant que d'avoir un écran à la fois, avec à chaque fois l'explication. Donc je vais créer une nouvelle diapositive. Et donc cette nouvelle diapositive, alors elle comporte déjà un certain nombre d'éléments, vous voyez en bas à gauche, par exemple le numéro de diapositive. Alors, donc tout ça, j'ai créé ça avec le masque. Je pars du postulat que vous savez utiliser PowerPoint et que vous savez mettre en place ce genre d'éléments. Ça sera important, bien entendu, d'avoir ces éléments ici de numérotation de diapositive. Parce que quand le commanditaire va lire votre PDF, il va pouvoir vous dire, voilà, la diapositive numéro 14, il existe tel problème dans le coin en haut à droite, le visuel n'est pas bon, ou alors moi, le texte, l'interaction, je voudrais que ça soit autrement. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus précisément sur la diapo concernée. Et puis, j'ai également des éléments de rappel visuel pour le producteur, ici en l'occurrence, pour lui dire, ben voilà, ici, c'est un retour au bouton, un bouton plutôt qui va amener un retour à l'accueil, et puis j'ai mes boutons suivants et précédents qui seront affichés ou pas affichés.
ce qui ne l'empêchera pas, lui, de les positionner, bien sûr, différemment. C'est juste une information visuelle pour lui. Et puis, là, sur la première diapositive, je n'ai besoin de rien. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais faire un clic droit, puis je vais aller chercher dans mes masques de diapositives. Je vais, s'il veut bien... Alors, oui. Alors, je suis sur ma diapositive. Voilà, je vais donc aller dans les dispositions, pardon, chercher le masque de diapositive qui correspond. Et ici, je vais mettre sans bouton, puisque là, je n'ai pas besoin de bouton pour cette première diapositive. Je vais donc garder uniquement le numéro de la diapositive. Il n'y a que ça qui m'intéresse ici. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant créer une deuxième diapositive. Alors, je vais en créer 3. Comme ça, je vais vous montrer comment j'exporte mon document PDF. Voilà, je vais en créer une troisième. Et je vais donc créer 3 écrans que je vais ensuite exporter sur un PDF et vous montrer comment je fonctionne. Alors, je vais faire du copier-coller, bien entendu. Je vais aller chercher tous les éléments graphiques, puisque les éléments graphiques, je vous ai dit, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. L'important, c'est surtout de montrer, d'expliquer au futur producteur comment il va devoir positionner les éléments, comment nous, on les imagine. Néanmoins, il faut le laisser aussi être créatif. Donc, voilà mon premier écran. Alors d'ailleurs, tout ça n'est pas bien positionné. Je vais le positionner correctement. Voilà. Voilà donc ici mon premier écran. Ensuite, je vais aller chercher les éléments de mon second écran sur mon deuxième PowerPoint qui est prêt ici. Voilà. Je vais encore une fois coller tout ça. Voilà. Alors, je vais enlever ici mon bouton. Alors, ça n'est pas évident, j'ai un petit peu de latence. La raison est toute simple, c'est que j'utilise une machine virtuelle, puisque moi je travaille sur Mac. J'utilise une machine virtuelle pour utiliser le PowerPoint de Windows, et donc naturellement c'est un peu plus long. Pourquoi le PowerPoint de Windows? Parce que le PowerPoint sur Mac qui existe également et que je possède n'a pas les mêmes fonctions et ne me permet pas d'entrer dans ce niveau de détail et surtout d'industrialiser le processus comme j'en ai envie ici. Et puis je vais sélectionner mon troisième écran et je vais aller, là, même chose, faire un copier-coller de mes éléments, des éléments qui constituent mon troisième écran. Voilà, ici, voilà. Donc là, j'ai mes 3 premiers écrans. Donc, bien entendu, ça met normalement un peu plus de temps que ça, puisqu'on réfléchit à ce qu'on va devoir construire. Donc, je construis mon premier écran. Je vais, dans le même temps, commencer à réfléchir à la manière dont je vais articuler cet ensemble-là. Pour l'instant, je laisse les choses comme elles sont. Ici, je voudrais que le visuel ressemble plus ou moins à ça. Et puis voilà, ici, je vais avoir un troisième écran qui va présenter mes objectifs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir amener tout ça sur un seul et même écran. Et je vous ai dit tout à l'heure, nativement avec PowerPoint, on ne peut pas le faire. Donc la solution, elle est toute simple. Je vais créer une nouvelle diapositive. Et cette nouvelle diapositive, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, je vous ai montré avec le PDF, il y avait un bandeau bleu. Ça va être la diapositive de présentation de mon document à mon commanditaire et au graphiste, au producteur. Donc, je vais faire un clic droit ici et je vais aller chercher le bon thème. Voilà. Comme ça, je retrouve mon bandeau bleu. Alors, l'avantage de ce bandeau bleu, parce que moi j'ai mis bleu, mais il pourrait être vert ou rouge ou violet, peu importe. J'ai déjà apporté dans le masque de diapositive toutes les annotations concernant le nom de ce module, concernant le nom de l'auteur et concernant également le numéro de version. Par exemple, ici, je suis dans la version numéro 3. Si j'ai besoin de changer de version, eh bien l'avantage c'est que je vais pouvoir me rendre dans le masque de diapositive. Une fois que mon commanditaire m'aura envoyé des commentaires, il va me dire, ben voilà, il y a telle et telle chose à changer, je vais changer bien sûr de version inévitablement. Et donc là, je vais pouvoir passer par exemple à la version 4, et quand je vais revenir pour publier à nouveau ma production et la renvoyer à nouveau à mon commanditaire, eh bien on peut voir qu'ici, je suis passé automatiquement en version 4. Donc ça m'évite de modifier 10 ou 15 ou 20 ou 50 diapositives, 50 écrans à chaque fois. Donc ça aussi, n'hésitez pas à utiliser le masque de diapositive, je vous en conjure. Et puis ensuite, ce que je vais faire, eh bien là, je vais amener mes 3 diapositives principales, donc les 3 premières, sur cet écran-là pour pouvoir les mettre en avant et les exporter ensuite au format PDF. Eh bien, je vais simplement maintenant, en sélectionnant la diapositive qui va être la diapositive réceptrice, je vais venir faire un glisser-déposer de mes diapos, donc de ma miniature de gauche. Donc je la glisse directement, vous voyez, je la glisse directement et je la lâche sur ma diapositive. Pardon. Une fois que je l'ai lâchée, je vais la positionner plus ou moins. Je vais faire pareil avec ma seconde diapositive.
Et je vais faire la même chose avec ma troisième diapositive. Voilà. J'ai ici modifié mes 3 diapositives très très facilement. Donc maintenant que j'ai modifié mes diapositives, je vais pouvoir les répartir correctement. Alors je vais leur donner un petit peu plus de largeur. Je vais leur demander de prendre un petit peu plus de place, mais pas trop non plus, puisqu'il va être important de me garder de la place pour pouvoir apporter de l'écrit en dessous, puisque bien entendu, le visuel ne suffira pas à détailler le fonctionnement de chaque écran. Je vais devoir expliquer à l'écrit au producteur, donc comme on l'a vu tout à l'heure dans le PDF, comment va fonctionner mon module. Donc je vais d'ailleurs répartir tout ça, voilà, je vais écarter ça ici, et je vais sélectionner mes 3 diapositives. Encore une fois, je passe rapidement, parce que je suppose que vous savez comment utiliser votre PowerPoint, et je vais répartir équitablement mes 3 éléments. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'amener ici des zones de texte. Alors là, je vais les amener manuellement. Là, j'ai pas le choix, je ne peux pas amener mes zones de texte autrement que manuellement. Alors voilà, je mets par exemple une zone de texte ici, et puis je vais aller chercher mon texte, encore une fois, je vais aller copier mon texte dans mon PowerPoint initial qui est sur mon second écran. Voilà, alors je l'ai peut-être fait un petit peu petit, voilà. Je vais coller ce texte-là. Alors, encore une fois, je suis désolé, j'ai un petit peu de latence. Voilà. Je vais réduire la taille. Alors, j'ai pas besoin ici, puisque ça va être un PDF qui éventuellement peut même être imprimé, même si ça n'est pas la meilleure solution, la meilleure méthode, mais en tout cas, ça peut l'être. Et c'est pas la peine d'avoir une lecture trop importante en termes de taille de police. Donc là, je vais pouvoir réduire à 10. Donc globalement, à 10, c'est une taille de police qui me permet d'avoir la place pour tout mettre. Parce que ça peut être conséquent quand même en termes d'espace, de besoin de texte. Et puis, je vais copier. Je vais mettre tout simplement... Alors, généralement, je prépare toutes mes diapositives à l'avance avec du texte. Donc, comme de cette manière-là, puisqu'il n'y a que mon texte, vous allez voir que je vais devoir modifier à la volée. Alors, je vais aller chercher le texte correspondant à la deuxième étape ici. Voilà, comme ceci. Je vais venir le coller ici. Hop, voilà. Oh là. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'affiche comme ça. Pourquoi il s'affiche comme ça? Non, c'est pas grave. Je vais le faire très vite à la main. Voilà, bouton suite. Donc, je ne vais pas l'organiser de manière très propre, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai peut-être d'ailleurs mis plus... Oui, non, j'étais en train de lire, excusez-moi. J'étais en train de lire, je me dis, mais je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon texte, mais si, c'est le bon texte. Voilà, je vais juste le modifier. Voilà, c'est pas très grave. Alors, ça fait partie des choses qu'on rencontre, de toute façon, quand on fait de la production, malheureusement. Ça n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Ça demande un véritable travail. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'on devrait arriver au bout. Voilà, donc du coup, ici, ça va déborder un peu, bien entendu. D'autant plus qu'il n'est pas à la taille. Donc, je vais simplement reprendre la taille de ma police. Et comme tout à l'heure, l'amener à 10, ben en plus, là, il me l'a mis à 10, mais c'est pas un vrai 10. Il y a un truc un petit peu bizarre. Alors, c'est pas très grave, je vais pas m'ennuyer avec ça. Je vais laisser le troisième de la même manière. Donc, je modifie pas le troisième, mais la même chose, je vais pouvoir ici, mon troisième texte, modifier. Donc, l'objectif étant, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, de venir expliquer à mon utilisateur, à mon producteur plutôt, de venir lui expliquer qu'est-ce qui va se passer à l'affichage, qu'est-ce qui va se passer en termes d'interaction quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton ou sur un autre, et puis qu'est-ce qui va se passer en termes de voix, de synchronisation aussi de voix avec les différents éléments, etc. Alors là où ça devient intéressant maintenant d'utiliser le PowerPoint de cette manière-là, c'est dans la capacité à produire de manière assez industrielle finalement votre PowerPoint, et surtout à effectuer des modifications de manière assez simple. Donc ici, pourquoi avoir regroupé? Parce qu'on pourrait se dire finalement, je peux très bien, et c'est comme ça que je fonctionnais auparavant dans les premiers temps de mon métier, j'écrivais dans l'onglet notes ici de mon PowerPoint mes interactions. Sauf que à la lecture, pour mon utilisateur, c'était pas évident pour le commanditaire comme pour le producteur. C'est un peu moins facile. Et encore une fois, il n'a pas une vision sur plusieurs écrans à la fois. Le fait de ramener ici mes 3 écrans, c'est bien, mais on pourrait se dire, bah ouais, mais finalement, si je change aussi mes écrans, etc., visuellement, il va falloir tout changer. Eh bien, c'est là où ça devient intéressant. Parce que justement, non. Je me suis rendu compte de ça. Alors, je l'ai appris vraiment par hasard. Regardez, je vais sélectionner la première forme qui est ici. Et cette première forme qui est ici, je vais lui changer la couleur. Je vais mettre par exemple une couleur, je vais mettre du vert. Voilà.
Eh bien, regardez ce qui va se passer ici sur mon écran, c'est que ça s'est modifié de manière totalement dynamique. En fait, quand j'ai fait un copier-coller des miniatures à gauche sur l'écran principal, eh bien, ça a créé un lien. Le lien n'est pas cassé, il existe toujours. Ça a créé un lien entre mes deux diapositives. Et ça veut dire que si j'ai besoin de changer le visuel, eh bien, je ne travaille directement sur le plein écran. Et ça, c'est intéressant parce que pour travailler le visuel, eh bien, c'est quand même plus facile de travailler sur un écran qui est très grand, surtout si vous êtes sur un portable, notamment. Alors moi, j'ai la chance d'être sur un grand écran, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, c'est pas évident, là, à ce moment-là, de travailler sur des petits écrans. Donc, vous travaillez en plein écran sur votre PowerPoint. Je peux changer les couleurs et là aussi, allez, je vais aller chercher du vert. Et là aussi, ça s'est dynamiquement modifié, vous voyez, directement sur la diapositive. Donc, l'avantage, c'est surtout celui-là. Donc, voilà, mon storyboard est réalisé. Voilà l'intérêt du storyboard. Donc, on est bien d'accord que c'est le passage de bâton, en quelque sorte, entre le concepteur que je suis et le commanditaire pour lui faire comprendre et le producteur. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, eh bien, c'est exporter mon document PDF. Et là, encore une fois, eh bien, c'est très facile. Je vais simplement venir sélectionner toutes les diapositives sur lesquelles j'ai travaillé, les diapositives sur lesquelles j'ai réalisé le visuel. Et ces diapositives, je vais les masquer. Alors pourquoi les masquer? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Parce que maintenant, je peux sélectionner ma diapositive, celle que je veux. Alors normalement, il y en a bien entendu plus que ça. Je vais pouvoir exporter cette diapositive. Et je vais me rendre dans l'onglet Fichier de mon PowerPoint et je vais lui demander simplement d'exporter et d'exporter un PDF. Et comme lui ne va pouvoir exporter que ce qu'il voit, c'est-à-dire là en l'occurrence ici, la diapositive qui n'est pas masquée, eh bien, je n'ai pas besoin de faire une sélection. Je n'ai qu'à masquer mes diapositives. Je vais publier mon PDF et je vais le retrouver. Donc ici, alors je vais aller le chercher sur mon écran ici quelque part. Voilà, celui-ci. Et le voilà affiché. Et on voit bien que j'ai bien affiché ici. Alors, je vais fermer. Oui, alors si je ne le ramène pas au bon endroit, vous n'allez pas pouvoir le voir. Voilà, je vais aller vous le chercher. Copie, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà ici mon PDF. On est bien d'accord que c'est bien le PDF que j'ai modifié avec les couleurs vertes, notamment pour les différentes étapes et la page d'introduction. Et donc vous voyez que ça rend les choses du coup beaucoup plus faciles, à la fois pour celui qui va le lire, et puis à la fois aussi pour le producteur, pour celui qui le produit. Donc d'un côté, je travaille sur le visuel, donc je ne me préoccupe que de la partie visuelle quand je suis sur mon PowerPoint, sur mes écrans principaux, donc je vais y retourner. Et puis par contre, quand je suis effectivement... donc ici, je n'ai pas besoin, si j'ai la nécessité de venir effectuer les modifications, je n'ai pas besoin de démasquer, de remettre visuel, de rendre visible, de rendre visible à nouveau ma diapositive. Je vais donc ici, par exemple, la modifier. Je vais lui mettre une autre couleur. Je vais choisir, par exemple, voilà, ce marron-là. Eh bien, vous voyez que ça s'est modifié de manière dynamique, encore une fois, sur cette diapo. Donc, je ne les masque qu'une fois, et là, je n'ai pas l'obligation de refaire la procédure à chaque fois. Ça serait plus compliqué si, effectivement, je devais masquer, démasquer. Donc, voilà globalement comment je réalise mes storyboards. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments d'information concrets. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'essaierai de continuer, même si le rythme de mes activités ne me permet pas toujours de le faire comme je le voudrais, de manière aussi régulière que je le voudrais. J'essaye de poster autant de vidéos que possible en essayant de vous rendre le plus service possible. En tout cas, je le fais avec beaucoup de plaisir et je vous remercie des retours que j'ai eu l'occasion d'avoir et je vous invite à continuer à m'en faire, surtout quand ils sont bienveillants comme ceux que j'ai pu avoir. Merci à tous, à bientôt.